Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Quand on la connaît, quand on s'octroie le droit de la vivre plus souvent, alors elle devient régulière et c'est là qu'on tend vers un alignement avec nos besoins. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Pour ce 99e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Eguiaçabal. Pierre est sommelier et gère la maison Eguiaçabal, une cave à vin réputée installée à Hendaye qui a été créée par son grand-père il y a 99 ans. Promis, on n'a pas fait exprès pour ce 99e épisode. Pierre est un passionné du vin. Il a forcément baigné dedans quand il était petit et il a commencé à tracer sa route comme sommelier dans de belles maisons pour rejoindre en 1993, après 10 années d'expérience, l'entreprise familiale. On revient sur son amour du vin, sur l'histoire du lieu situé à quelques mètres de la frontière avec le Pays Basque espagnol, de l'histoire du vin et de son évolution, de patience et de rencontres. Un beau moment de partage qui donne envie d'ouvrir une belle quille entre amis. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Allez, bonjour Pierre. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi. Bienvenue au Pays Basque, à Hendaye. Ouais, merci beaucoup, on a réussi. Merci. Oui, mais bon, là, on est dans une période plus calme. Exactement. Et dans quelques mois, nous allons préparer les fêtes de Noël. Donc, qui arrive. Un grand moment pour la maison, c'est toujours un événement un peu exceptionnel. Voilà. Bah ouais, très chouette. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Pierre Eguiaçabal, Mm-hmm. j'ai 58 ans. Je suis né le 2 février 1964, le jour de la Chandeleur. Ok. Le jour des crêpes. Ouais. Voilà. Et tu n'es pas devenu spécialiste en crêpes pour le coup Non. Mais j'aime beaucoup les crêpes. Et j'aime bien quand mon anniversaire arrive, qu'on prépare des crêpes. Double fête, voilà. Ouais, très bien. Très chouette. Et donc, pour le coup, on va parler du milieu du vin, n'est-ce pas ? Oui. Parce qu'effectivement, on parle des crêpes, mais c'est plutôt... Qui est une passion personnelle, mais qui m'a été transmis par mon grand-père, mon père. Et souvent, je me rappelle, souvent au Pays Basque, on est des grandes familles, on a beaucoup d'enfants. Donc, j'ai des souvenirs d'enfance, de repas du dimanche. Comme beaucoup de. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cuisiniers aussi qui parlent de leurs souvenirs de plats préparés par les grands-parents et des repas familiaux. Et voilà, j'ai baigné un petit peu dedans, ces grandes tablées de famille où les anciens restaient à table, les mamans étaient en cuisine. Et bon, sans faire de misogynie, mais c'était comme ça à l'époque. Et tout le monde mangeait ensemble, les enfants, les petits-enfants, ça grouillait de partout. Et au Pays Basque, souvent en fin de repas, on chantait. Et voilà, c'était des bons moments de la vie. Donc oui, j'ai un petit peu baigné dans ce plaisir du bien manger et du bien boire. Ouais. Voilà. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? Je voulais être footballeur professionnel. Ah ouais ? Ah oui, pas rugbyman pour le coup. J'ai joué au rugby. Alors, j'étais au collège à Bétarame, qui était un collège assez dur. C'était un peu chaud. Ouais. Et on faisait beaucoup de sport là-bas. Et là-bas, je jouais au rugby. Et quand je rentrais à Hendaye, je jouais au rugby, des fois au foot, un peu de pelote. À l'époque, c'était foot, rugby, pelote. Le surf, c'est arrivé. Bon, ça commençait déjà, mais quand on était gamin, c'était le rugby, surtout le rugby. Oui, et la pelote. Et la pelote, quand même. Chouette. Est-ce que tu peux nous pour le coup, on va aller là-dessus tout de suite, nous parler du lieu dans lequel on est ? Parce que j'imagine aussi, j'allais te parler des études, mais ça a bercé ton enfance là où on est. Alors, je vis toujours dans la maison de mon grand-père. C'est une maison qui a été fondée en 1923. Et je vis au-dessus d'un chai à vin, ce qui est quand même bien pour un homme qui aime le vin. Et donc, à l'origine, mon grand-père, quand il a créé ça, on recevait ce qu'on appelle des vins en vrac, en barrique, et on mettait les vins en bouteille. Ouais. Et on livrait des vins
je parle de ça dans les années 30, 40. On livrait des vins chez les particuliers, dans les fermes, dans les entreprises, parce qu'à l'époque, les gens travaillaient dur, hein, c'était très physique. Mmh. Il n'y avait pas trop de gens dans les bureaux, c'était plutôt dans les campagnes et dans les usines qu'on travaillait fort. Ouais. Et les gens, j'en buvais 1, 2, 3 litres par jour. Hein. Le vin nourrissait, quoi. Ouais, Ouais. oui, vraiment. Et, oui, oui. Et C'est ils mangeaient. Aujourd'hui, on a un regard sur le vin, mais des fois on oublie. Hein, on oublie, le temps passe vite, mais le vin était donné de la force et du courage. Ouais, mais ça tombe très bien, l'affiche qui est juste derrière toi. Elle est Alors, belle, les personnes celle-là. qui nous écoutent ne la voient pas forcément. C'est là, je l'ai acheté à Bonn. Il est écrit donne la force, quoi. Ouais. C'est une vraie affiche de 1936 faite par Bélanger. Ouais. Et t'imagines la communication qu'il y avait à l'époque. Tu vois, Et- t'as quand même un monsieur qui est en train de fumer et il fume, il boit, et ça donne de la Mais- force. Et je lis des anciens livres. Dans les collèges, à 11 ans, 12 ans, les enfants, ils avaient droit au verre de rouge. Hein. Ah ouais. Ouais, oui, on oublie tout ça, mais c'était... Alors bon, peut-être... c'est vrai qu'il y avait des abus, certainement. Hein. Mhm. Mais je dirais que la consommation a beaucoup changé et tant mieux. Aujourd'hui, je pense que partout dans le monde, on consomme beaucoup moins, mais je pense qu'on consomme mieux. Complètement. Voilà. Et donc, ouais, comme tu dis, la maison donc, a commencé avec ton grand-père en 1923. 1923, et ensuite en 1976, mon père a créé le magasin, le magasin parce qu'il fallait, mon père avait senti qu'il fallait, comme on est près du Pays Basque espagnol, faire découvrir ce que moi j'appelle la culture française, la culture gastronomique française. Et ils étaient très demandeurs, même on travaillait même jusqu'à Madrid, tout ce qui est foie gras, les grands produits français et aussi les grands vins français. Et donc on a regardé vers le sud et on a développé la culture française à travers le vin et la gastronomie. Ouais. Alors c'est intéressant aussi parce qu'en plus, bon, alors, j'explique un petit peu. Donc on est dans la maison, on est installé, assis, et à droite en fait, les bâtiments qu'on voit là-bas, c'est le. C'est Irún, espagnol. c'est Irún qui est la ville frontalière avec Hendaye, qui Exactement. est juste à 100 mètres. Donc tous les matins je me lève et je regarde le sud de l'Espagne, Ouais. où j'adore aller. Ça fait bientôt 30 ans que je passe plus de temps de l'autre côté. Ah ouais. Et chaque fois que je passe le pont, pour moi, c'est comme si j'étais en vacances. Ok. Et je me sens, c'est sans faire de politique, mais le Pays Basque a été partagé en deux entre Iparralde et Euskadi. Mais je me sens comme chez moi. Autrefois, on se mariait. Il n'y avait pas forcément de frontières et les gens se mariaient d'un côté et de l'autre. On parlait basque, tout le monde parlait basque et c'était le Pays Basque. Bon, Ouais. voilà, ça a bien évolué, mais bon, Effectivement. mais maintenant, je suis pro-mondialiste, universel. Il faut avancer dans le temps et puis voilà. Ouais. Et puis et tout en conservant la culture quand même. Et il faut conserver notre savoir-vivre, notre culture. Malheureusement, je ne parle pas le basque et j'en suis très malheureux, mais je dirais, le Pays Basque, c'est un pays fort de caractère et très belle culture. Ouais, Très complètement. belle culture. Ouais. Mais alors je dis ça parce que l'importance, je reviens un petit peu sur le côté historique du lieu quand même, parce que bon, on a fait un petit tour avant et tu m'avais raconté cette proximité avec l'Espagne, au temps de la guerre en 1936, avec Franco, c'est non négligeable. En fait. C'était une période très, très, très dure. Hein. Enfin, bon, je n'ai pas connu, mais je me rappelle mon grand-père. Et mon père m'en parlait, mais bon, quand tous les républicains ont fui le franquisme, hein, c'était dur. Et pendant des années, en Espagne, il manquait beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vrai que le Pays Basque français s'est enrichi de la contrebande. Alors, mon grand-père était né à Hendaye, hein, dans une ferme patronale, ils étaient 12 enfants. Et souvent, on ne pouvait pas garder tous les enfants à la ferme. Ouais. Et donc, mon grand-père est parti et il a créé cette entreprise en 23. Ouais, Voilà. c'est ça. Mais c'est intéressant, ouais, ce lien, encore une fois, je pense qu'on y reviendra aussi, parce que si je ne m'abuse, justement, au moment où ton père a repris le lieu, La suite, oui. la suite, et au moment de l'ouverture des frontières, ça a aussi eu un impact. Alors là, c'était une crise en 93, hein, c'est l'année où je suis revenu.
Mon père ne sentait plus. Bon, après, comme le monde avait changé, c'était l'ouverture des frontières et il ne voyait plus trop l'évolution de l'entreprise. Mhm. Et par rapport à mon cursus personnel, de fait que j'avais fait des études à Tain-l'Hermitage de sommellerie en 81, j'avais fait partie de la première promotion de France. Ouais. Et les diplômes de sommellerie n'existaient pas. Donc, Ouais. souvent, dans les Notamment restaurants, autrefois, c'était le maître d'hôtel qui était la personne qui est de confiance du patron, qui s'occupait de la salle. Il s'occupait de la salle, mais aussi du vin. Mais ils n'étaient pas forcément formés sur le vin. Ou je dirais qu'ils étaient formés sur le tard. À force de déguster les vins et de connaître le monde du vin, voilà, ils étaient en connaissance du vin. Mais oui, tu étais la première vraiment Oui, promotion. en 80. Première, Mais c'était assez drôle parce que j'étais parti à tel habitage. Et comme j'aimais le rugby, j'avais joué au rugby à Tournon en même temps. Donc et j'ai passé 2 ans magnifiques là-bas dans la vallée du Rhône. Mhm. Et des gens charmants, les Ardéchois, super, des gens super. Et alors justement, avant de faire cette école de sommellerie, pour le coup en termes de timing, on était bien, parce que pour toi c'était au moment de tes études, donc tu as pu faire cette école, donc c'était parfait au niveau du temps. Mais est-ce que tu savais déjà, collégien, lycéen, que tu allais reprendre l'affaire familiale? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que je suis le dernier de 6 enfants. Ouais. Et c'est arrivé... je me cherchais un petit peu comme tous les gamins. Moi, j'étais passionné de sport. Puis j'avais aussi envie de découvrir un peu le monde, de partir de la maison. On a toujours eu cette culture, le Basque a toujours eu besoin de voyager ou de partir. Alors, bon, je ne suis pas allé bien loin, mais je suis allé à Tain-l'Hermitage. Mais déjà à l'époque, c'était loin. C'était 800 bandes, 1000 bandes. Et puis, comme je disais à mes enfants, il n'y avait pas de téléphone. Tu partais. Hein. Ouais. Et donc voilà, et après, j'ai eu la chance, après mes études, de pérégrination vitivinicole. Puis j'ai travaillé dans des belles maisons. J'ai travaillé chez Cousseau à Magesque, j'ai travaillé à Soleil de Plaisance à Saint-Émilion. J'ai travaillé chez Marc Benot à Saint-Percevesley, qui était le premier 3 macarons avec qui j'ai travaillé. Dans le Morvan, là-bas, à côté de Chablis, il faisait très froid. L'hiver était rigoureux. Ah, c'était dur. Hein. C'était dur. Quand tu viens du Pays Basque, là, c'était compliqué. Et puis, par la suite, j'ai eu la grande chance, après avoir travaillé chez Marc Benot, de rentrer à Mionnet. J'étais un grand... Alors, j'en parle toujours avec beaucoup d'émotion parce que j'en parle toujours. Je dis que c'est mon patron, ça restera toujours mon patron, alors que je suis patron. Chez Alain Chapelle, qui était à Mionnet, qui a été, je crois, de mémoire le plus jeune 3 macarons de France à 33 ans. Ouais. Et qui est décédé à 50 ans d'une crise cardiaque. Et j'étais présent quand ça arrivait, c'était très dur. Ouais. Et notamment, Alain Chapelle, ça a été... c'est lui qui avait formé Alain Ducasse. Entre autres, beaucoup de grands cuisiniers sont passés chez M. Chapelle. Ouais. Et c'était un avant-gardiste. Il se disait artisan de la qualité. C'est-à-dire toujours le côté artisanal, chercher les produits et les rendre encore meilleurs. Et ça a été, je pense, le premier cuisinier. Bon, c'est la même génération que Trois Gros, Bocuse, Guérarin. Mais ça a été le premier qui a été, je dirais, conscient qu'il fallait, avant qu'un cuisinier se mette en valeur à travers ses plats, souvent aujourd'hui, je trouve que les cuisiniers en font un petit peu trop, mais qu'il fallait prendre conscience que c'était d'abord trouver le produit. Ouais. Et il fallait redonner de la valeur au monde paysan, agricole, circuit court. Et là, je te parle il y a 40 ans. Il avait déjà pris conscience de ça. Et il avait écrit un livre qui s'appelle « La cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes ». Et si tu as la chance d'acheter son livre et de lire les premières pages, c'est toute une philosophie, parce que le vin et la cuisine, c'est pas que manger et boire, c'est un art. Et comme tout art, il y a un sens politique dans tout ce qu'on fait. Ouais. C'est une façon de vivre. Et là, j'avais pris conscience que j'ai rencontré quelqu'un qui allait m'apporter énormément. Donc j'ai passé 5 ans avec lui, jusqu'à qu'il décède. Et après, je suis resté 2 ans de plus avec sa veuve, Suzanne Chapelle. Et là, j'ai rencontré, autour d'Alain Chapelle, toute une ribambelle de vignerons qui sont devenus aujourd'hui les stars presque mondiales du vin, mais qui commençaient beaucoup à
à peine, et qui ont surtout, beaucoup me le disent, s'ils n'avaient pas rencontré Alain Chapelle, peut-être qu'ils n'en seraient pas là aujourd'hui. Ouais. Alors après, si tu veux, je te citerai les noms, peut-être que ça te vient, mais on sentait qu'on était dans une mouvance dans les années 80 où il fallait produire moins, mieux, plus propre. Mm. Et il y a 40 ans, Ouais, j'allais dire déjà, ouais. C'était déjà Ouais. un précurseur de... Mais il avait déjà senti ce que l'on vit aujourd'hui. Ouais. Donc voilà. Une formation géniale. Formation Pour géniale. toi, et aussi bien professionnelle qu'humaine. C'est ça, tout est lié. C'est-à-dire qu'on devient... Enfin, je suis devenu un homme le jour où j'ai rencontré Alain Chapelle. Ça te donne un sens à la vie. Mm. Et après, tu as une responsabilité à travers ça. Par exemple, il m'a fait rencontrer Jules Chauvet, qui a été le précurseur des vins nature. Jules Chauvet qui a formé Marcel Lapierre, Mhm. le grand Marcel Lapierre, malheureusement qui est décédé. Jacques Néauport, c'était les deux. Il y a Henri Marionnet aussi. Mais Marcel Lapierre et d'autres ont formé un paquet de jeunes d'aujourd'hui qui s'inspirent d'eux. Mm. Et donc, je pense qu'à l'époque, je devais être un des premiers sommeliers en France ou ailleurs à mettre des vins dits nature sur les cartes des vins. Ouais. Pour donner un sens. Donc, c'était un peu radical. À l'époque, on nous appelait les ayatollahs du vin. Aujourd'hui, il ne faut pas trop en parler comme ça. Mais j'étais très ami avec les sommeliers de chez Paul Bocuse, de chez Blanc. D'ailleurs, j'ai gardé de très bonnes relations. Yann Héon, qui était le chef sommelier de chez Bocuse. Et souvent, je l'amenais avec moi, Mhm. déguster les premiers vins nature. Il adorait ça. Mais il me disait, mais je ne peux pas mettre ça sur la carte des vins de chez Bocuse. Je dis, mais vous y viendrez, vous allez voir, ça viendrait. Donc voilà, bon, c'était des années magnifiques, on était jeunes, on était beaux, on sentait le sable chaud. Mais on savait, tu avais le sentiment que tu travaillais avec un homme exceptionnel et tout ce qu'il faisait en cuisine et tout ce qu'on faisait en salle, on transmettait un message. Mm. Les gens venaient du Japon, chinois, américains, et venaient manger la cuisine dans une chapelle. Et en plus, on amenait des vins, je dirais, dans l'esprit nature. Mm. Et donc, c'était une découverte pour beaucoup de gens. Mm. Pour te donner un exemple, à l'apéritif, on servait des vins de Cerdon, qui est un pétillant naturel qui est fait dans le budget. Mhm. Ce qu'on appelle aujourd'hui des pédnats, tu vois, des méthodes ancestrales. Ouais. Alors que beaucoup de restaurants servaient du champagne. Que tu sois à Lyon, à Paris, à Bordeaux, qui sont à l'apéritif, champagne. Ouais. Non, M. Chapelle, il voulait qu'on serve un vin d'apéritif local et aider les jeunes vignerons ou aider les jeunes paysans ou même dans la pêche et compagnie. Pour lui, c'était d'abord la matière première qui primait. Mm. Ce qui aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, hein, quand j'entends beaucoup de jeunes cuisiniers aujourd'hui, le message il est passé. Je dis le job a été fait Ouais. et c'est bien. Ouais, c'est effectivement enfin arrivé pour le coup, parce qu'on entend beaucoup parler de local maintenant. Tout le monde énormément, y plonge là-dedans, mais par obligation. Ouais. Déjà à l'époque, quand M. Chapelle, c'était de mémoire le premier cuisinier qui avait ouvert un restaurant au Japon, Mhm. à Kobe, avant tous les autres. Mais déjà, quand il partait au Japon, il faisait de la cuisine, de sa culture personnelle, de ce qu'il a appris de la cuisine. Mais déjà, il travaillait qu'il avait des produits locaux. Ouais. Alors que tout le monde qui a ouvert des restaurants au Japon ont amené des produits français pour faire la cuisine française là-bas. Mais c'était déjà une forme de pensée Mm. qui était assez unique à l'époque. Ouais, Voilà. complètement. C'est génial. Et aussi, ce que je trouve génial là dans le. Bah, donc, tu as été chef sommelier chez lui. Oui. Moi, je commençais commis. Je commençais commis sommelier en bas de l'échelle, à laver les verres, à ranger les bouteilles. Et puis, quand tu es un peu ambitieux, tu te dis, bon, il y a un chef sommelier, puis je vais essayer d'être meilleur que lui. Et puis voilà, il faut se battre. Le milieu de la restauration, c'est un milieu très dur. Hein. Okay. Quand on dit que c'est une brigade, c'est vraiment une brigade. Mm. On a des termes un petit peu militaires puis à l'époque, c'est pas les conditions de travail d'aujourd'hui. Hein. C'était dur et il n'y avait pas de cadeau. Ouais. Mais ça forme la jeunesse, quoi. Je ne souhaite pas à tous les jeunes d'aujourd'hui de vivre ce que j'ai vécu, mais je n'ai aucun regret. C'était dur, très dur. Mais les temps sont grandis, quoi. Merde, j'ai rencontré des gens extraordinaires, c'est fabuleux. Et ce qui me plaît aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je m'appelle le vieux crabe, j'aime bien les jeunes sommeliers ou des jeunes qui viennent me voir. Mais j'aime bien, toi, ça fait plaisir que tu viennes me voir, mais retransmettre ce qu'on m'a donné.
Ouais. Et ça, tu vois, ça existe aussi en cuisine, dans les milieux de l'art aussi, dans le sport aussi beaucoup. C'est retransmettre ce qu'on nous a donné. Et il faut parfois appuyer là où ça fait mal et rappeler aux jeunes que c'est pas parce qu'il y a une étiquette que c'est un grand vin, mais derrière, il faut qu'on parle d'un vigneron, comment il travaille, quelle est sa philosophie de vie, pourquoi il fait ce style de vin. Il y a de l'humain là-dedans. C'est pas juste enlever une capsule, sortir le bouchon et j'ai goûté un grand vin et je suis content. Non. Derrière, il faut du temps. Il faut expliquer. Il faut toujours donner des clés. Je vais te donner l'exemple, par exemple. Je connais pas grand-chose en peinture. Bon. Mais si tu connais pas grand-chose en peinture, que tu regardes un tableau et que tu n'as pas les clés pour comprendre le tableau, tu passes à côté. Si tu as quelqu'un qui est à côté de toi, qui te donne les clés un petit peu pour te dire, tiens, voilà, tu sais pourquoi ça fait ça. Et là, tu rentres dans le tableau. Et bien, le monde du vin, c'est pareil. Si je te fais goûter un vin, je te dis rien. Tu vas dire, oui, c'est bon, mais si je te donne quelques clés ou te faire avancer, tu dis, tiens, c'est pourquoi c'est comme ça. Tu sais pourquoi il y a cette minéralité-là ? Non. Et parce que le sol, il y a de la craie. Et c'est la craie qui te donne la minéralité. Ah bon ? et donc, c'est donné, si tu veux, accompagner. Alors, c'est pas faire le grand connaisseur en vin. Il faut beaucoup d'humilité. Bien sûr. Mais c'est d'aider un petit peu les amateurs de vin. Alors dire voilà, je te présente un vin, mais derrière il y a un vigneron, il y a un terroir, il y a un climat. Complètement. Voilà. Mais comme tu dis, ça prend du temps, mais tout comme la vigne, elle-même prend du temps. Ben oui, tout à fait. Le vin, la bouteille n'arrive pas comme ça d'un coup. Ce qui est très malheureux quand on parle de temps, c'est qu'aujourd'hui, je pense que 99% des vins sont bu dans la première année. Ce qui est une honte. Parce que à l'origine, on faisait des vins de garde pour qu'ils vieillissent. Et comme on vit dans un monde où l'argent coule à flot, les gens ne prennent plus le temps. Ils veulent boire tout de suite. C'est comme des enfants qui rentrent dans un magasin de jouets. Ils veulent, je veux ça. Oui, mais vous allez le boire quand ? Tout de suite. Mais non. Non. Il faut être patient. Ça me rappelle, tiens, je vais te rappeler de M. Chapelle. Si tu veux que je te parle de M. Chapelle, tu en auras pour des heures. Vas-y. C'est souvent, j'en parlais des cuisiniers. Parce que c'était quand même un monsieur qui mettait sur ses cartes de restaurant. Et tu vas trouver ça extrêmement logique. Par exemple, salade de homard bleu breton, pour pied, gorge de pigeonneau, une demi-heure d'attente. Volaille en vessie, 1 heure d'attente. Côte de veau cuit dans la graisse, 3 quarts d'heure d'attente. Est-ce que tu vois aujourd'hui un seul restaurant en France qui le fait ? Aucun. Et tu n'as pas un client qui se pose la question. Tu commandes une volaille. 10 minutes après, tu as ta volaille dans l'assiette. Personne ne va se poser la question, mais il a cuit ça en 10 minutes, un poulet. et tu vois comme le temps. Et les gens venaient à Mionnet, on les faisait asseoir dans un salon fumoir ou un salon. On prenait la commande, on le faisait patienter. Et on le faisait passer à table quand la table était prête. C'est donner du temps au temps. Et les gens avaient conscience que quand ils passaient à table, la cuisine était faite pour eux. Et pour moi, un 3 macarons, ça va être ça. C'est-à-dire que tu rentres dans un restaurant et on me cuisine pour moi. Tu payes le prix, mais c'est ça. Malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on est dans les ratios, la rentabilité, les menus uniques, pour ne pas avoir de pertes. Même dans les 3 macarons, c'est presque comme ça. Et on perd un peu l'âme. Alors, je ne veux pas faire le vieux crabe. mais tout ça, et toi, tu n'as pas peu de journalistes qui en parlent. Ou ne veulent pas en parler. Et puis je trouve que c'est pas bien. On devrait en parler. Les gens ne supportent plus d'attendre 20 minutes, un plat. Mais c'est agréable d'attendre 20 minutes avec un verre à la main, avec en bonne compagnie. Complètement. Mais bien sûr. Et attendre. Prendre le temps de vivre des expériences. Complètement. Et oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, quand tu es... alors, depuis, j'ai plein de questions qui me viennent en tête. Mais quand tu es sommelier, chef sommelier, il faut aussi aimer manger quand même. Parce qu'en fait, être capable de choisir un bon vin, c'est surtout savoir le marquer. C'est très lié. C'est très lié. J'étais toujours très proche des cuisiniers. Et ça, je l'ai appris aussi de M. Chapelle. Il avait beaucoup d'amis vignerons. Et je trouvais que quand M. Chapelle parlait de cuisine, il parlait d'équilibre,
de longueur des jus, des, des acidités, de la rondeur du croquant. Et souvent, c'est des termes que tu peux retrouver dans les vins. Mhm. Et il avait, je me rappelle souvent, chaque fois qu'on allait en dégustation chez les grands vignerons bourguignons, surtout dans la vallée du Rhône, et souvent quand on dégustait les vins, on avait toujours, lui et moi, quand on parlait, bien sûr d'apprécier le vin, et des flashs. Tu penses pas que ça serait bien avec un petit pigeon au sein Ah ouais. Puis on était toujours dans... Parce que c'est bien que tu me poses la question. Des fois, j'ai dit à quelques journalistes, est-ce que monsieur ça va, est-ce que vous continuez à faire des dégustations? Je lui dis, écoute, à l'âge que j'ai, j'arrête de faire des dégustations, je bois du vin. Parce qu'on oublie, tu vois, quand les gens font beaucoup de dégustations de vin ou des concours de dégustation, ils classent les vins. Mais le vin n'est pas fait d'abord pour faire des concours, ni pour être dégusté. Le vin est fait pour boire. Soit l'apéritif, une bonne lampée de vin, c'est extrêmement agréable, ou c'est fait pour manger. Mhm. C'est pas fait pour être dégusté, c'est fait pour être bu. Ouais. Alors bien sûr, quand on est après, nous professionnels, on a ce rôle de déguster les vins pour savoir si le rapport qualité-prix y est. Est-ce qu'on peut investir sur ces vins? Est-ce qu'on peut les garder? Est-ce qu'ils sont faits pour boire tout de suite? Tout ça, c'est notre travail. Bien sûr. Mais la base du vin, c'est étancher la soif. Ouais. À la base, c'est juste l'idée, ça. La base du vin. C'est pour ça qu'il avait créé des vins nature, parce que les vins nature, il y a un côté très léger, très aérien, très subtil, Mhm. que les vins trop boisés ou trop riches ou bulidés, comme faisaient les vins parkérisés, c'était des vins pour concours, c'était pas des vins pour étancher la soif. Mhm. Alors, c'est un peu primaire ce que je dis là, mais la base elle est là. Et souvent, pourquoi l'être humain a créé le vin ou le cidre ou la bière? Parce qu'autrefois, je parle des anciens temps, l'eau elle était sale, elle était croupie. Tu pouvais mourir, l'eau était tellement croupie que C'était mauvais pour la santé. mauvais pour la quoi. santé. C'était dangereux. Donc on a créé des boissons, je dirais, fermentées Mhm. pour étancher la soif. À la base du vin, c'était ça. Mhm. Après, c'est devenu un art, une culture, mais Mhm. à la base, c'était tout simplement pour boire. Hein. D'où les 2 à 3 litres par jour. Tous quand les deux on- par jour. à Tout à l'époque fait. quand on travaillait. Ok. Donc, ouais, tu es resté 7 ans à Mionnay. Je suis resté 7 ans à Mionnay, et puis là, donc, ça rejoint ce qu'on disait quand il y a eu l'ouverture des frontières en 93. Mhm. Mon père a souhaité que je revienne. Mhm. Et voilà, donc je suis revenu au pays, comme on dit, Ouais. après 10 ans, 10 ans à vagabonder. bourlinguer dans les vignes et chez quelques grands cuisiniers. Ouais. Et là, tout acquiert, c'est une formation. Je pense que 10 ans, c'est bien, j'avais 30 ans. Oui, parce que pour le coup, effectivement, donc tu avais 30 ans, pardon de te couper, mais quand tu es chef sommelier, effectivement, on t'imagine dans un resto, mais tu passes aussi beaucoup de temps à les rencontrer, j'imagine. Oui. Donc, on travaillait du mardi après-midi au dimanche, et lundi et mardi matin. Et souvent, j'allais voir des vignerons. Ouais. Mais alors, ça ferait. Souvent, j'en parle, mais j'allais voir des très grands vignerons qui sont aujourd'hui. J'allais voir Henri Jaillet, qui était un des grands noms de la viticulture, qui est décédé. Mais à l'époque, j'achetais à la pièce. Hein. J'achetais à la pièce, j'allais chez Comte Lafont, chez Ramonet. Mais je connais Ramonet Conti, mais j'allais voir Jacques Reynaud, Arias, Jean-Louis Chave, Pierre Auvernois, qui est une des stars aujourd'hui du vin. Mais tout ça me paraissait naturel. Hein. Ouais. C'est après, avec le temps, que je me suis rendu compte que j'avais rencontré les grands noms qui sont devenus aujourd'hui. Mhm. Mais tu sais, quand t'es jeune, t'es un peu. Tu croques la vie. Alors, c'était pour moi, ça me paraissait naturel. Quoi. Ouais. C'est bien plus tard que je me suis rendu compte que j'ai eu une chance incroyable. Voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est chouette. Après, ils avaient peut-être leur nom n'était peut-être pas aussi. Ils étaient déjà Alors, bien connus oui, dans le milieu. C'était connu un petit peu dans le milieu, Ok. mais c'était pas starisé comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pour trouver ces vins-là, c'est devenu sous allocation, très compliqué. Ok. Alors c'est pour ça que quand je suis rentré en Daille, comme j'avais des bonnes relations avec je dis les amis de M. Chapelle, j'ai eu la chance de continuer à travailler avec eux. Ouais. Et je remercierai jamais assez M. Chapelle de la chance qu'il m'a donnée. Voilà.
Yes. Donc tu reviens ici en 1993. 93. Ouais. Et donc là, tout de suite, je fais rentrer ces vins-là et je vais voir tous les grands cuisiniers de Saint-Sébastien, qui est Juan Maria Sac, Martin Merasategui, 2-3 restaurants à Guétaria, car c'était quand même déjà des 3 macarons en place. Et j'étais persuadé que j'allais pouvoir leur proposer ces vins-là et leur faire découvrir des vins, des champagnes de petits vignerons qui allaient leur plaire. Ouais. Et tu dis j'étais persuadé parce que ça n'a pas été le cas ou si ça a fonctionné? J'étais persuadé. Alors, j'étais persuadé que ça allait marcher très très vite. Mais le problème, c'est que je pensais que les connaissances en vin que j'avais, que je pensais que tout le monde les avait. Non, c'est pas vrai. Donc, alors, je vais te donner un exemple. Par exemple, j'avais ici des champagnes de chez Célos ou des Auvergnois ou des vins de chez Ravenot que je vendais à l'époque 35 francs. C'était que dalle. Et j'en vendais pas. Ouais. Je me dis, mais merde, ils connaissent pas. Il n'y a pas un client pour ça. Alors, non. Et tout ça est arrivé, tu vois, je te parle de 93. Ce boom de tous ces grands noms de la viticulture bourguignonne, Val-du-Rhône et petit, c'est pas le terme, grand vigneron champenois, j'avais c'est depuis 10-15 ans, pas avant. Ok. Ouais. Pas avant. C'était dans le milieu professionnel, oui, bien sûr, tout le monde les recherchait. Mais c'est devenu un boom où tout le monde veut ça depuis 10-15 ans. Ok, ça marche. Voilà. Et donc, quand tu arrives ici, donc, tu reprends complètement l'affaire pour le coup. Est-ce que tu travailles un peu j'avais un deal et mon père, je lui ai dit, écoute, je travaille 6 mois avec toi, mais après, il faut que tu partes. Parce que malheureusement, mon frère Philippe, qui a eu travaillé ici, est parti pas en très bon terme avec les parents. Il avait travaillé 10-12 ans ici et il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, donc il a été obligé. Comme mon grand frère est passé par là et que je ne voulais pas revivre la même chose. Ouais. Tu as posé les conditions dès le départ. Voilà. Okay. Et donc quand tu reprends ici, tu as quoi en tête? Faire perdurer, faire la même chose, continuer, changer? Au début, j'ai repris l'équipe qui était en place, donc déjà financièrement, je n'avais pas beaucoup d'argent. Hein, donc, et puis comme je te disais, j'ai 5 frères et sœurs. Voilà. Donc, tu commences petitement, tu essayes de financer tes nouvelles allocations que tu vas rentrer. Ouais. Et puis, donc, comme je te disais, c'est l'ouverture des frontières, donc tu ne sais pas où tu vas. Mais très, très vite, il y avait déjà une clientèle qui était un peu âgée, vieillissante, mais on avait une certaine bourgeoisie de Saint-Sébastien, de Bilbao, qui venait chercher leur foie gras, les grands vins, surtout des vins de Bordeaux à l'époque, tu vois. Ouais. Et donc, c'est, comme je disais, le temps, il faut donner du temps au temps. Et puis toi, tu es jeune. C'est quand tu as 30 ans et que tu as des connaissances, je pense que c'est mal français ça. Quand tu as des connaissances dans n'importe quel milieu, tu as 30 ans, les gens ne te croient pas. Ouais. Ils te croient quand tu as 55-60 ans. Là, ils commencent à te dire. Quand ça commence à blanchir. Voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de pousser la barbe. Là. Ça donne un petit côté sage, tu vois. Alors que je me demande si je suis moins sage qu'à 30 ans. Et donc, oui, alors ce que je te disais, à 30 ans, les gens n'ont pas forcément confiance dans tes propos. Et donc, c'est long. Hein, c'est long. Et tu peux même parfois douter un petit peu. Parce qu'il y a autre chose aussi, c'est-à-dire que quand tu travailles dans un restaurant, tu travailles de sommelier, le client, il vient voir un cuisinier, il vient voir un sommelier, il vient voir un maître d'hôtel, donc il fait un effort. Chez un caviste, c'est pas la même chose. Chez un caviste, c'est tout type de clientèle. Et la culture du vin n'est pas la même, c'est une culture plus, je dirais, plus populaire. Ouais. Il faut de tout. Et là aussi, j'ai dû apprendre à satisfaire un petit peu tout type de clientèle. C'est pas le même métier. Hein. Là, le commerce du vin, être commerçant dans le vin et être sommelier, ça n'a rien à voir. Hein. Comme je dis en plaisantant, je suis un très mauvais commerçant. Parce que je suis capable de dire que tiens, je ne prends pas ce vin-là parce que par rapport au prix, c'est trop cher. Je prends ça et c'est bien meilleur. Alors, mais c'est ce qui fait aussi que le client va sûrement revenir. Donc, oui, mais c'est... oui, j'ai beaucoup appris parce qu'on est un peu hors sol hein, quand on travaille dans des grands restaurants de ce niveau-là. C'est quand tu sers
des hommes politiques, des gens du showbiz, que tu as 20 ans, 22 ans, et qui t'écoutent, eux ils t'écoutent parce que tu sais que tu es le chef sommelier dans la chapelle. Et eux ils t'écoutent, mais quand tu viens ici, tu vois tes copains d'enfance ou tes amis, ils n'ont rien à foutre de tes connaissances. Et tu dis, oh, tu vas te calmer déjà, tu vas redescendre un peu ton piédestal, et puis donne-nous juste un bon vin, mais ne nous raconte pas la vie derrière. Tu vois, c'est pas... Je dis ça, je caricature un petit peu. Sûr. Mais il faut adapter le discours. Et voilà, t'es plus dans le... Et donc, pour revenir, c'est pour ça que j'ai créé le bar à vin. Ouais. Parce que ça me manquait, je reviens au temps, ça me manquait de pouvoir passer des moments avec les clients. Parce que les clients, ils rentrent, ils achètent une bouteille, ils s'en vont. Et je voulais les garder. Je voulais les garder, pourquoi ? Parce que je trouve que parler de vin avec un verre à la main, c'est quand même plus cool que mettre des mots. Et donc c'est plus facile de faire déguster des vins, en parler, parler de température, de verre, tout ce qui est autour, parce qu'il n'y a pas que le vin, il y a aussi tout ce qui est autour du vin pour qu'on apprécie le vin au bon moment. Ouais, complètement. Justement, est-ce que tu peux nous parler, alors donc on a la chance de le voir, tu as créé un bar à vin, il y a combien de temps ? 2002. En 2002, c'est ça, donc il y a 20 ans. Aujourd'hui, bar à vin, ça se développe de manière assez, assez incroyable. Mais j'en suis très fier, j'en suis très fier que ça ait pris. Il y avait sur Lyon, tu avais les bouchons lyonnais, mais des bars à vin, il y en avait très peu. À Paris, oui. À Paris, oui. Mais en province, très très peu. Et Pays Basque espagnol, il n'y avait pratiquement pas de bar à vin. Ouais. Et donc oui, j'étais un précurseur sur ce projet-là. Et j'ai mis 2-3 ans avant de le créer. Et j'ai voulu faire travailler des artisans locaux. Ouais. Et donc toutes les armoires que tu vois autour de nous, c'est toi les bouteilles qui sont horizontales comme ça. Je pense que j'étais un des premiers à mettre des bouteilles ainsi, comme une bibliothèque. Ouais. Et tout le froid qui est apporté, c'est des petits tuyaux d'eau. Parce que si tu mets un froid sec, ça sèche les bouchons et c'est pas bon du tout. Ouais. Donc, ce qui permet d'avoir ces petits tuyaux d'eau qui t'amènent l'hygrométrie pour permettre que les bouchons ne sèchent pas. Ouais. Et les verres sont en ultraviolet, comme ça abîme pas les verres. Voilà. Et tu peux nous expliquer la forme aussi, parce que moi je le vois, mais la forme du bar. Alors le bar est en fer à cheval, en zinc. Et ça, c'est... J'ai voulu le faire ainsi pour que le sommelier ou Guillaume ou Fred qui travaille avec moi, quand on peut mettre une douzaine de personnes autour de nous, que quand on puisse échanger, on est au milieu et on puisse discuter du vin. Et ça, l'idée m'a été venue en 1991, quand je suis parti au Japon avec Madame Chapelle. Quand je voyais ces grands cuisiniers japonais travailler devant moi, je me dis, mais c'est tellement magnifique de voir à l'œuvre ces artistes. Ouais. Je me dis, écoute, il faut que je fasse un bar où... Bon, bien sûr, nous, à notre niveau, c'est juste prendre un petit bouchon, ouvrir. Mais c'est pas non plus... On n'est pas là, mais que la personne qui soit derrière le bar soit le pilier du bar et que les gens autour puissent échanger avec lui. Voilà. Ouais. Et alors, pendant toutes ces années-là, est-ce que tu continues aussi d'être à côté sommelier et faire du conseil en quelque sorte ou pas encore Alors, j'en fais un petit peu, mais je t'avoue que je suis assez timide. D'accord. Et j'ai beaucoup de mal. Voilà. Mais avec le temps, je m'améliore. Et j'en fais de temps en temps. Mais je dirais, ce que j'aime beaucoup, c'est m'asseoir avec des amis ou des gens que je rencontre, prendre un verre, et comme je fais avec toi maintenant, tu vois. Et je préfère ces moments-là, qui sont impromptus, que prévoir une soirée dégustation. Parce que souvent, quand j'en parle, je suis un peu sensible. Enfin, c'est marrant. Je mets toujours de l'affect dans mes propos. Parce que derrière le vin, il y a toujours des gens que j'ai connus qui sont partis. Et un peu de nostalgie. Et parfois, ça m'émeut un peu. Ouais, c'est compréhensible. Parce que tu as toute l'histoire derrière. Et comme tu disais, derrière le vin, c'est pas juste une bouteille avec du vin. C'est juste la partie, je dirais, ou onologique ou technique. Ouais. Où là, je suis pas du tout bon d'ailleurs. Ah ouais ? Oui, parce que j'étais pas très bon en études. Alors, j'étais très bon en dégustation. Ok. Très bon. Oui, j'étais bon en dégustation. J'étais peut-être le meilleur.
Mais je suis plus un jouisseur, voilà, quelqu'un qui est un gourmand. Voilà, j'ai besoin de. Oui, c'est physique, quoi. Tu viens Et partager le côté des technique, émotions. ça m'a toujours ennuyé. Ouais. Mais j'étais pas bon à l'école. Je m'ennuyais beaucoup à l'école. Ok. Beaucoup, ouais. Effectivement, c'est la partie émotionnelle et plus artistique et gustative, Bah oui, où là, la technique. c'est ça qui m'a passionné tout de suite, Ouais. où j'ai trouvé ma voie, quoi. Ouais. Peut-être, il faut que j'aille voir un psychanalyste qui m'explique tout ça. Mais bon, je me soigne bien, quand même. Et après, donc, tu as ouvert t'as le bar à vin, tu as ouvert une épicerie fine aussi. Oui. Dans l'idée là aussi, comme on disait, faire le lien encore une fois avec ce qu'on boit et ce qu'on mange, hein, Oui. j'imagine. Alors, je suis pas comme beaucoup d'endroits ici au Pays Basque parce que c'est basque, c'est bon. Hein, je sais que beaucoup d'endroits jouent en produits basques, donc du fait que c'est basque, c'est très bon. Non, je promouvois les produits du Pays Basque quand ils sont excellents. Mhm. Et comme on ne fait pas tout bon au Pays Basque, j'ai des produits qui viennent des Landes ou d'ailleurs. Mhm. Voilà. Donc, je ne suis pas obtus de faire que des produits du Pays Basque. Tu sélectionnes des bons produits. J'essaie de sélectionner des bons produits. D'abord localement, puis t'étends au fur et à mesure. Voilà, oui, tout à fait. Ouais. Et en parler aussi ici, parce que bon, on en a pas un petit peu parlé, et puis je l'avais reçu sur le pompon rapidement de Vivien Durand aussi, quand même, parce que vous avez obtenu une étoile ici. Ah ben c'était assez rigolo, hein, cette histoire-là. C'était assez. Bon, malheureusement, bon, je le dis sans faire d'injure à Vivien, je pense qu'il est parti un peu trop tôt de la maison, mais bon, c'est ainsi. Le projet que j'ai eu avec Vivien, oui, tout à l'heure on parlait du bar à vin, mais à l'époque on pouvait encore fumer dans les lieux publics. Et j'avais créé un petit coin ici, là où nous sommes assis. Il faut s'imaginer avec des petits clubs anglais, des petites tables en zinc, il y avait une grande armoire à alcool. Et là, je savais des belles eaux de vie avec un cigare. Donc les gens, ils pouvaient boire l'apéro en bas, boire de belles bouteilles, clignoter un petit peu et après ils passaient en haut. Et donc j'avais cette partie là où nous sommes aujourd'hui qui était un petit peu. Qui ne servait plus à rien, quoi. Et donc j'avais rencontré Vivien qui était à Saint-Jean-de-Luz, qui avait une petite affaire là-bas. Ouais. Et je sentais qu'il s'ennuyait beaucoup. Mais j'allais souvent manger chez lui parce que je trouvais qu'il avait une cuisine qui me correspondait, que le style de cuisine que j'aimais. Ouais. Et en discutant avec lui, il m'avait raconté qu'il était passé chez Alain Ducasse. Et comme Alain Ducasse a appris la cuisine chez Alain Chapelle, tu vois que le monde du vin, le monde de la cuisine, tout le monde se connaît. C'est un monde connecté, qui est ouais. tout petit. Ouais. Et donc j'ai proposé à Vivien de venir d'abord visiter l'endroit, qu'il vienne voir un petit peu ce que j'avais. Et à l'époque, c'était pas comme ça. On avait une cuisine qui était une vieille cuisine pourrie. J'avoue qu'à l'époque, quand il travaillait là, c'était pas folichon. Mais bon, Vivien est venu nous rejoindre. Et puis on a commencé à travailler ensemble. Et j'ai senti tout de suite que Vivien se passionnait pour le vin. Ouais. Et j'ai senti tout de suite qu'il était très respectueux du vin. Et qu'on a beaucoup travaillé ensemble sur une façon de faire de la cuisine en harmonie avec le vin. C'est une cuisine sobre, c'est triste comme un mot sobre, hein, mais une cuisine épurée, je dirais. On revient à la sobriété, on en parle de plus en plus, donc ça va, c'est pas... Une cuisine très épurée, ouais. Le produit pour le produit, des jus de réduction, des belles longueurs en bouche, et souvent le vin ou la cuisine compensait l'un et l'autre. Et c'était assez complexe, c'est ce qu'on avait créé. Sympa. Et bon, je pense qu'il a le peu de temps qu'il reste avec moi, je pense qu'il a beaucoup appris. mais non, mais je pense que non. Vivien est un grand cuisinier. Ouais. Donc vous avez quand même le premier bar à vin à obtenir une étoile. Alors oui, alors pour la petite histoire, on était parti sur un délire où on voyait quand même défiler des grands noms de la cuisine française qui venaient nous voir, hein. Que ce soit Arsag, Berasategui, Michel Guérard, Christian Parra, Alain Ducasse. Ouais. Et ils venaient s'encanailler ici. Parce que ce que je faisais, j'avais tous ces grands vins que j'avais amionnés. Ouais. C'était le prix de la cave et je prenais 10 € de droit de bouchon. Donc Commanda, ils étaient à peu près tranquilles. Ils n'étaient ni à Paris, ni à Saint-Sébastien, où tout le monde les aurait embêtés. C'était un petit peu, je dis pas leur cantine, mais ils aimaient beaucoup venir voir Vivien et goûter les vins que je proposais. Voilà. Et donc, quand on a vu cette effervescence qui commençait à prendre,
Parce que bon, si tu as des clients qui viennent te voir, gastronomes, et qui te disent Pierre, c'est très bien chez toi, et viens, on fait une super cuisine. Mm. Bah, tu le crois. Ouais. Forcément. Parce que quand c'est pas bon, ils vont pas te le dire. Ils vont le dire ailleurs, Oui, mais ouais. ils vont pas te le dire. Mais quand tu commences à avoir un paquet de grands cuisiniers, mais même de Paris, qui venaient, Yves Candebord était venu nous voir. Enfin, moi, je pas. Et tu te dis, mais si eux ils commencent à venir, ça veut dire on n'est pas loin quand même. Et puis, alors, ce qu'on a fait avec Vivien, un jour, on est parti 3 jours à Paris. Bon, on a profité pour aller voir quelques amis là-bas, passer quelques belles soirées, puis on avait rendez-vous au Michelin. Donc on est partis tous les deux au Michelin, et je me rappelle qu'on a été reçus par une femme charmante. Elle me dit, oh, monsieur, ça va, alors comment ça se passe en Daille? Parce que je savais qu'on était déjà suivis. Mhm. Il me dit, très bien. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous souhaitez exactement? Vous voulez un bibi gourmand? Je dis, non, bibi gourmand, on peut pas avoir, c'est pas un bibi gourmand que je veux. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je lui dis tout simplement, je veux être le premier bar à vin en France à avoir une étoile. Il me dit, mais à Paris, il y a beaucoup de bars à vin. Oui, mais il y a beaucoup de bars à vin à Paris, mais c'est plus des restaurants que des bars à vin. Ouais. Pour moi, c'est des restaurants où il y a une belle carte des vins, où il y a un comptoir, mais le comptoir, personne ne boit des canons au comptoir. On s'assoit, on mange. Ouais. Non, je veux être un vrai bar à vin où les gens peuvent boire des canons, et à côté, il y a 5-6 tables où les gens peuvent bien manger et bien boire. Ah bon, ah oui, d'accord, mais c'est. Bon, on était resté là, et puis quelques temps plus tard, un monsieur est venu déjeuner. Alors, est-ce que c'est la chance ou pas, je me rappelle plus de ce nom de ce monsieur. Il me demande à la fin du repas de me rencontrer. Et le gars était passionné de pinard. Okay. Passionné de vin terrible. Ouais. Il a vu la carte des vins. Je lui ai dit, écoutez, venez, je vais vous présenter, comme je t'ai fait, je vais présenter la maison. Je lui ai raconté un peu l'histoire de la maison. Et bien sûr, il a trouvé ça génial. Il m'a dit, mais c'est extraordinaire. Enfin, bon. Mais franchement, on n'attendait rien de. Voilà. Puis tu savais pas forcément qu'il était du Michelin pour le coup. Enfin, ah si, à fin du repas, il nous a dit qu'il Okay. venait du Michelin, Ouais. et qu'il était déjà venu 2-3 fois. Et puis voilà, au mois de février, quand c'est arrivé, bon, je t'avoue, on était comme des fous. Hein, c'était incroyable. Mais j'avais même les anciens patrons de Michelin que j'avais connus à Munich qui m'avaient appelé. C'est Vivien qui a gardé tous les courriers. Je lui ai dit, écoute, garde-les, c'est toi qui le mérites. Mais Michel Troisgros, Paul Bocuse, Marc Menot m'avait envoyé un petit mot très beau. Ouais. C'est mouvant, Jacques Housseau, où j'ai travaillé aussi. Ouais. Enfin, j'ai les poils qui s'érissent. Mais c'était assez exceptionnel. Et j'ai même des potes de Paris qui m'appellent, mais en Daille, un bar à vin, mais Michel, c'est quoi ce truc? Tu viens, donc voilà, bon, malheureusement, l'histoire a fait que Vivien est parti 6 mois après. Bon, c'est comme ça. Et après, j'ai écrit au Michelin que je voulais plus d'étoiles parce que je t'avoue que c'est très lourd à porter, beaucoup d'investissement. Ouais. Et je suis revenu à mes premiers amours, un bar à vin tout simple. Et après, bon, je t'avoue que je regrette pas. Mais pardon, c'était une belle expérience et c'était. On l'a fait, quoi. Ouais, bah c'est une belle aventure. Ouais, oui, c'était une belle aventure. Très belle aventure. Mais c'est dommage qu'on n'a pas pu la poursuivre un petit peu plus longtemps. Effectivement. Voilà. C'est la vie. Ouais, c'est la vie. C'est un divorce. Voilà. Comme divorce, c'est un divorce qui se passe bien, un divorce qui se passe mal, mais bon. Exactement. Ça va pas très bien se passer, mais c'est pas pas un grave. divorce. C'est la vie. C'est la vie, effectivement. J'ai vu, mais après je vais parler plus longuement du vin pour le coup, mais en 2013, tu avais été élu parmi les 200 personnalités les plus influentes du vin. Oui, oui, c'était en même temps. Ouais, ok, d'accord. Ah, yes. C'était en même temps. Chouette parce qu'en fait dans la façon dont tu te présentes et tu présentes les à peu près si dans 2013 les 20 ans où tu as fait ici Cava Vin, tout ça, on pourrait dire bon bah voilà, j'exagère hein, mais il propose du vin et est sommelier mais sans avoir la partie influente en fait. Mais donc c'est marrant, cette influence dans ce cas-là, comment toi tu la traduirais? Alors je dirais que la maison déjà par mon père et mon grand-père était assez connue. Okay, il y avait parce déjà que mon grand, enfin il faisait pas le même métier que moi, hein, mais mon grand-père faisait beaucoup de volumes de cognac, d'armagnac, de champagne. Bon, ça vivait beaucoup de la contrebande, hein. Ouais. Mais c'était des très très gros volumes, hein, c'était impressionnant. Et mon père a maintenu ça, mais en élevant un petit peu le niveau. Donc si tu veux, la maison Guest-Saval était assez connue dans le monde du vin. Et moi personnellement, j'étais aussi connu, malgré mes 30 ans, via ton parcours, ce que tu as pu faire. À travers les sommeliers, quelques journalistes que j'ai rencontrés.
Bon, j'avais rencontré quelques personnalités des clubs des 100, par exemple, à Paris. Enfin, donc voilà, bon, j'étais un petit peu dans le monde IO, un peu connu, voilà. Même pas connu. Mais si tu veux, donc, les gens m'ont suivi, si tu veux. Bien sûr. C'est comme je disais tout à l'heure, sans plaisanter, le monde du vin, de la gastronomie est un petit milieu, quoi. C'est un petit village, hein, tout le monde se connaît. Donc si tu fais une connerie, tout le monde le sait. Et si t'es apprécié, voilà. Mais bon, il faut pas non plus. Mais tout le monde se connaît, oui. Ouais, bon, c'était quand même flatteur. Beaucoup, oui, tu penses bien que cette année-là, quand nous avons reçu cette étoile et que dans la revue des vins de France, tu fais partie de 200 personnalités du vin, quand tu vois que tu as des grands noms de la viticulture ou du business du vin, et toi, comme je dis plaisantant, commerce de proximité à Hendaye, tu fais partie des 200, oui, en même temps c'est flatteur, et en même temps je sais que j'ai beaucoup d'Orvivien et d'autres, Antoine Vignac, qui sont passés chez moi, j'oublie des noms, qui sont passés chez moi et qui maintenant sont patrons chez eux. Je pense que j'ai fait le job. Je pense que le message, même si parfois, tu sais, quand tu vis, souvent on passe plus de temps avec moi qu'à la maison avec leur femme. Donc, les moments sont plus compliqués parce que bien sûr, tu as des égos. Mais je m'en fous tout ça. Le principal, c'est que les gamins qui sont passés chez moi ont appris quelque chose et une certaine rigueur que je souhaite. Que je leur ai passé il faut être intransigeant dans ce qu'on a appris, il faut être rigoureux. Complètement. Il ne faut pas transiger, quoi. Ouais. Et tu le disais tout à l'heure aussi, ça me fait penser à Joël Dupuche, donc, que j'avais aussi reçu sur le podcast. Oui, j'aime beaucoup. Que tu connais. Mais Joël, c'est des personnalités qui font passer des messages. Ouais. Et dans la bonhomie, dans la gourmandise, le bien manger, le bien boire, la fête, tout ça. Tu vas dans les restaurants aujourd'hui, c'est aseptisé. Il faut se tenir à carreau. Alors je dis pas qu'il faut chanter à table, mais pourquoi, à la limite, pourquoi pas, c'est ça. À la fin du repas, pourquoi pas. Moi, je me rappelle amener des tablés où ça parlait fort. Enfin, aujourd'hui, c'est tout calme. Il faut pas déranger. Manger, c'est la fête quand même. Tous ces repas de famille qu'avec les gens venaient au restaurant manger. Et ça bourlinguait les enfants qui couraient sous les tables et tout. Mais ça n'existe plus tout ça. Maintenant, tout est aseptisé, il faut se tenir bien, pas de bruit, l'hôtel qui arrive. Allez, il faut se décontracter un petit peu. Là. C'est la banane et le sourire. Mais oui. Il faut de l'ambiance. Donc oui, Joël disait transmettre, pour moi, c'est être. Donc je trouve c'est très beau, c'est belle. Oui, parce qu'on a une responsabilité. C'est pas, je ne veux pas me le raconter, mais tu te rends compte avec le temps qu'on a connu de très belles choses, un mouvement qui s'est mis en place, mais il faut que ça continue. Et nous, on est là pour témoigner. Nous, on est là pour témoigner parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en font du business. Quand tu vois beaucoup de vins où c'est marqué vin biologique ou vin biodynamie ou vin Déméter, est-ce que le gars il le fait par passion, par philosophie ou par mercantilisme? Je ne sais pas. Et puis c'est encore plus compliqué pour le client lambda entre guillemets de savoir la vérité. Je vais revenir à Marcel Lapierre. Marcel Lapierre qui a été un des précurseurs de la nature. Il n'a jamais mis quoi que ce soit sur une étiquette parce qu'il estimait que tous les vins devraient être nature. Et il faudrait marquer toutes les saloperies qu'il y a, toutes les saloperies qu'il y a dans le vin, il faudrait les marquer. Mais si c'est nature, il n'y a rien à mettre. Mais tu vois la logique. Et oui. Bah ouais, complètement. Intéressant, effectivement. Et Pierre Auvernois, qui aujourd'hui, c'est un des vins les plus recherchés dans le Jura. Pierre Auvernois, je te montre une bouteille de Pierre Auvernois, il n'y a rien marqué dessus. Alors que c'est lui aussi un des hommes qui ont fait les grands vins nature. Comment justement, tu fais encore aujourd'hui pour aller dénicher les meilleurs vignerons? Alors malheureusement, j'y vais pas assez souvent parce que le Pays Basque c'est un peu loin. On aborde tout près, la Jura tout près, mais c'est un peu loin de la Bourgogne, de la vallée du Rhône. Mais j'essaie de m'y rendre 1 ou 2 fois par an, maintenir les vignerons avec qui je travaille et essayer de découvrir des jeunes talents. Mais malheureusement, j'y vais pas assez souvent. Mais alors. Souvent, ce que je fais, je continue souvent dans les derniers restaurants. J'ai quelques amitiés avec quelques sommeliers, ils me font découvrir des vins. Ou à travers d'autres vignerons, quand on fait quelques bons repas,
font découvrir des vins. Voilà, ou comme je fais moi également. Enfin, Ouais. c'est toujours des échanges d'amitié. Bien sûr. Alors, les jeunes disent une pépite, j'aime pas trop ce terme. Pépite. Mais bon, j'ai découvert un vin qui me paraît dans l'esprit de ce que nous aimons tous ensemble. Et voilà, tu fais découvrir les vins. Ouais. Puis souvent des bouche à oreille aussi. Voilà, parce que j'ai quelques amis qui sont cavistes. Mhm. Et voilà, on échange nos petites adresses parfois. Ouais. Voilà. Oh mince, j'ai perdu ma question, quel dommage. Elle était là, elle est repartie. Je parle trop peut-être. Hein. Ben non, du tout. Ou je fais des phrases Je la trop longues. mais parfois. Ben non, mais c'est très bien. Mais Si on fait parler de vin, je suis bavard. Hein. ben ouais, non, mais c'est ça, c'est dommage. Enfin, c'est dommage, c'est moi qui ai perdu ma question, elle était intéressante. Ah là là, moi, elle va me revenir, je vais partir sur autre chose. Quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose en vin, tu lui dirais de s'orienter vers quoi De comment parce qu'on peut, et souvent on boit du vin, mais en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Je pense que le métier de sommelier ou amateur de vin, c'est un peu comme un sportif. Hein. Mhm. On commence comme celui qui commence à faire du vélo. Hein. Ouais. On tombe, on se casse la gueule. Ouais. Et après, si t'es passionné, tu en fais de plus en plus. Et après, si t'es très très bon, tu deviens du Tour de France. Dans le vin, c'est un peu pareil. Il faut beaucoup goûter. Mhm. Je dirais pas forcément faire des études. Je sais pas, mais j'incite tous les jeunes qui veulent se passionner au vin à aller voir les vignerons. Mhm. Prenez le temps, parlez avec eux, parce que c'est eux qui en parlent le mieux. Mhm. Alors, ils n'auront pas les termes œnologiques, parce que heureusement que le vin, il y a encore une part de mystère. Mais la passion du vin, je trouve que c'est quand même ceux qui le font. Ouais. Alors bien sûr qu'il faut aller voir quelques œnologues pour avoir la partie, je dirais, technique. un peu. Hein. Mais bourlinguer, aller voir des vignerons, c'est pas bon, c'est bon, mais au moins il faut goûter. Il faut goûter. Et après, on se fait son palais. Mais surtout après, c'est la mémoire. Il faut mémoriser, parce que souvent on dit il a découvert un vin à l'aveugle. Mais il a découvert le vin à l'aveugle parce qu'il a déjà goûté. Tu ne découvres pas un vin à l'aveugle si tu n'as jamais goûté. Et si tu veux, à l'époque où j'étais à Mionnet, je goûtais à peu près 50-60 vins par jour. Ouais. Et j'en goûtais tellement qu'à la fin. 50 à 60 vins par jour. Ah oui, toutes les tables, je goûtais les vins. Bah ouais. Et donc je mémorisais, mais à la fin, j'avais telle mémoire que je les goûtais même plus, juste au nez. J'avais juste le nez pas mal. Et à l'époque, oui, j'étais capable de découvrir des vins à l'aveugle. Mais c'est un sport, hein, c'est comme un sport. Ouais. Ça s'entretient. Ça s'entretient, quoi. Mmh. Et moins tu goûtes, moins ta palette olfactive, gustative et ta palette, ta mémoire des vins, voilà, ça moindrit. Ouais. Alors c'est vrai que ça m'a beaucoup manqué quand tu deviens caviste. Tu bois moins de vin que quand tu es sommelier. C'est pour ça que aussi, je dis à beaucoup de jeunes je sais qu'il y a une pénurie dans la restauration de personnel, beaucoup de jeunes qui se passionnent dans le vin, mais rentrer dans un grand restaurant, travailler dans un 2, 3, 1 étoile, rester 1 an, 2 ans, et c'est là où vous allez goûter le maximum de vin. Tu vas goûter 40, 50, 60, 120 par jour. Mais il n'y a que là que tu vas apprendre. Mais il faut y rester 5, 6 ans, 7 ans. Alors tu peux faire plusieurs restaurants. Tu peux aller à Bordeaux, à Lyon, à Paris, ou tu vas à Londres. Mais il faut goûter pour te faire ton palais, ta culture personnelle. Et puis si un jour tu veux faire un autre métier, ou caviste ou commercial dans le vin, tu le fais. Mais si tu n'as pas cette formation-là, je ne pense pas, c'est personnel, si tu n'as pas cette culture ouverte sur tout type de vin, mauvais et bon vin, ta connaissance, elle ne peut pas être faite. Ouais. Et il n'y a qu'en travaillant dans les grands restaurants que c'est pas en travaillant dans un château à Bordeaux ou dans un domaine en Bourgogne. Si tu es 6 ans là-dedans, tu vas goûter que ton vin de Bourgogne. Tu seras spécialiste de ton vin, mais c'est voilà, quelques vignerons autour. Ouais. Non, alors c'est vrai que c'est des métiers, j'allais dire ingrats. Non, tu fais beaucoup d'heures. À l'époque, j'étais peut-être ingrat, mais tu fais beaucoup d'heures, mais au moins ça te sert pour l'avenir. Tu vois, on revient au temps. Souvent, on veut tout de suite, mais non, il faut beaucoup donner pour recevoir. Et il faut donner à ton patron. Et si en échange, il te forme. Ouais. À l'époque, tu n'étais pas forcément très bien payé. Après, tu étais bien payé, mais c'est investir.
Si tu donnes pas à ton patron, si tu n'investis pas à ton patron, il va pas te le rendre. Ça me paraît logique. Il va pas te donner avant que tu. Voilà, Ouais. enfin, moi, j'ai appris la vie comme ça. Hein, c'est pas... Complètement. Et si tu es généreux avec lui, il sera généreux avec toi. Enfin, si c'est un bon patron. Ouais. Si c'est un bon patron, Voilà. effectivement. La question de tout à l'heure m'est revenue. Allez, dis-moi. Le vin, on parle de temps depuis tout à l'heure. Est-ce que justement depuis 30 ans à peu près, comment il a évolué? Ouf. Et est-ce Ça qu'on a peut dire qu'il a évolué, évolué ou ça n'a pas changé? Ça a évolué beaucoup, je trouve. Ouais, alors, Puis je trouve que ça a beaucoup évolué, puis pas dans le bon sens. Ouais. Les gens boivent les vins de plus en plus vite. Mhm. Je pense que 99% des vins sont bu dans la première année, Mhm. que ce soit les grands ou les petits vins. On ne prend plus le temps de les garder. Et puis je trouve que je vais être un peu dur, mais je pense qu'on a créé un monstre. On a créé un monstre, c'est que notre génération, nous avons fait découvrir des grands noms de la viticulture, parce qu'à l'époque, les vins étaient vendus que par pratiquement que les négoces, enfin, les grands négociants. Les cartes des vins étaient faits par des agents, et puis bon, c'était ainsi. On a voulu, parce qu'il fallait, parler des petits vignerons qui faisaient bien propre, et on a créé ça. Mais comme tous ces vignerons sont devenus aujourd'hui des références mondiales, eh ben, c'est presque devenu intouchable. Et les jeunes générations, ils veulent découvrir ces vins tout de suite. C'est-à-dire que nous, avant de découvrir ces vins-là, on goûtait plein de choses. Et on se disait, oui, là, on sait que c'est un grand vin. Ouais. Je reviens à l'art, on parlait tout à l'heure de la peinture. Moi, je suis incapable de dire, ce tableau, c'est un grand peintre. Mais tu peux le dire que si ça fait 15-20 ans que tu es dans ce monde-là, et tu dis, oui, ça, c'est un grand peintre. Ouais. Ben, le vin, c'est pareil. Si je te donne demain, je te donne un exemple, une bouteille de Pétrus ou une Romney Conti, ou sans aller là, un Eschozo de Angro, tu connais rien en vin, mais je te le fais goûter, tu seras incapable de me dire que c'est un grand vin. Tu vas peut-être me dire que ça te plaît. Il est bon. Et peut-être même me dire que bof, que c'est pas. Mais en plus, tu as le droit de le dire. Hein, ouais, bien sûr. Mais pour arriver à ce type de vin, sans parler d'argent, il faut beaucoup goûter et se dire, oula, là c'est un grand vigneron, là c'est un joli vin, mais parce que tu as beaucoup goûté. Ouais. Ça peut pas. Quand je vois j'entends des propos qui me. T'as envie de dire, mais qu'est-ce que t'as goûté dans ta vie? Explique-moi un petit peu là. Ouais. Quelle est ta culture du vin pour parler ainsi? Ouais. C'est comme beaucoup de sommeliers, parfois, qui ont 25-26 ans, ils ont le sentiment d'avoir tout goûté et qui donnent des leçons de vinification à des vignerons en disant que le vin n'est pas bon ou qu'ils devraient faire ainsi ou de faire comme ça. Mais je me demande s'ils s'écoutent parler. Enfin, ils ont 26 ans. Et il parle à un vigneron qui est sa terre, même si c'est pas bon. Je dis même si c'est pas bon. Ouais, c'est pas comme ça. Mais tu respectes pas. C'est quand même lui qui travaille. Si ça te plaît pas, pardon, c'est pas que c'est pas bon. Si ça te plaît pas, tu peux le dire. Mais que c'est pas bon, t'as quand même un gars qui a travaillé pendant 2-3 ans pour faire ça. Voilà, faut garder raison garder, pardon. Bien sûr. Ah ouais, complètement. Est-ce que tu as c'est quoi ton meilleur souvenir du vin? Bon, alors, réponse banale, la prochaine fois, je dirais. Non. Est-ce qu'il y a un vin? Alors, je sais que on c'est pose souvent la question. À un moment, mais oui. Ben, je dirais souvent les plus grands vins que j'ai bu, c'était quand je travaillais. Ouais. J'ai eu 2 fois la chance de boire des Romney Conti 29. Ça, c'est un grand souvenir, mais c'est en même temps, c'est peut-être pas le plus grand vin que j'ai bu, mais c'est en même temps, c'est mythique. C'est certainement. Si un jour tu regardes sur ce que vaut aujourd'hui une Romney Conti 29, je veux même pas le savoir. Mais je peux pas. Je suis assez festif, donc assez gourmand, donc j'ai pas de moment. Un moment où je me rappelle une fois, j'étais amené, on avait bu un Olivier 64 au bord d'une route avec un bout de pâté, un bout de foie gras, en allant chez un vigneron. Mais toi, je me rappelle de souvenirs comme ça. Mais c'est tout bête. Mais je parlerai plus de. Toi, je parlerai plus pas de vin, mais de rencontres. Ouais. Quand tu es. Des anecdotes, j'en ai plein. Quand tu es chez Gérard Chave, qui est un des plus grands, pour moi, Gérard Chave et son fils Jean-Louis, pour moi, c'est des vins, un des plus grands vins que j'ai dégusté dans ma vie.
et que tu as 24 ans, peut-être j'avais 25, 26 ans peut-être, et que tu es avec M. Chapelle, chez Gérard Chave, que M. Chave, j'ai raconté ça à Jean-Louis Chave, à son fils, que tu as Gérard Chave qui se met en cuisine, qui prépare une côte de veau, avec des trucs, je crois qu'il avait ramassé dans ses vignes, et que tu es en train de boire un Hermitage blanc 29 et un vin de paille 29 de chez Chave. Mais ça, c'est des moments de ta vie incroyables. Tu vois, je préfère parler de ça qu'une bouteille. Et je préfère parler de vin avec celui qui l'a fait, même si on n'est pas dans les bonnes conditions. La dernière fois que je suis allé à Romanée-Conti, déguster, c'était il y a 4-5 ans. Ouais. J'étais avec mon épouse, on avait bu le Romanée-Conti 65, et je racontais à... Je ne me rappelle plus du nom le maître de chez a pris sa retraite, ça va me revenir. Et je lui ai raconté, il était, c'est pas possible, j'étais avec eux. Quand tu vas en dégustation à la Romanée-Conti, que tu es avec Pierre Ramonet, le grand-père Ramonet, Jules Chauvet, Henri Jaillet, Marcel Lapierre, Alain Chapelle, Jacques Néauport, et que tu es au milieu de ces gens-là, et que tu vas déguster la Romanée-Conti, après tu vas déguster chez Henri Jaillet, mais tu n'en as pas conscience. Ouais. Mais quand tu vois les grands vignerons d'aujourd'hui, tu leur dis oui, j'ai vécu ça, mais c'est pas possible. Si, toi, ça me marque. Jacques Reynaud, l'oncle d'Emmanuel Reynaud, j'ai connu Jacques Reynaud, sa sœur, aller déguster là-bas les grands vins de Rayas. Ça, tu vois, toi, j'en parlais. Ça, c'est des souvenirs qui me marquent plus qu'un repas, qu'une bouteille. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Complètement. Tu vois, tu comprends non, mais complètement. C'est le moment vécu. Moi, quand je prends une bouteille et que je regarde l'étiquette, je vois la personne derrière. Et si je l'ai pas rencontré, je suis curieux d'aller le rencontrer. Et souvent, je vais te dire, souvent je goûte des vins, je vois la personne. Ouais. Et quand je vois la personne, ça correspond au vin. C'est tu vois, génial, je vais pas donner. Si je vois un vin, je dirais bien fait, un peu moderne, technique, tout ça. Je vois la personne, bien fait, technique, moderne, chef d'entreprise. Tu vois, et souvent un petit vin vivant. Même, alors je sais que je vais me faire taper sur les doigts après les féministes. Je dis, enfin, alors c'est peut-être par. Je dis qu'il y a un style de vin féminin. Alors, il y a beaucoup de femmes. L'autre jour, on a fait une dégustation de vin de Bourgogne, et je fais remarquer à tout le monde que sur les 6 vins qu'on avait dégustés, il y avait 5 qui étaient faits où des femmes travaillaient dedans. Mais je trouve qu'il y a une patte féminine qui est assez extraordinaire. Mais après, quand tu vas les voir, et quand tu vas les voir comment elles travaillent dedans, bien sûr, il y a un terroir, bien sûr, il y a un climat, mais même si tu as la typicité et le climat, je sais pas, c'est peut-être infantile ou simpliste ce que je viens de dire. Ouais, non, mais alors il y a quoi c'est plus recherché, c'est plus je travaillé, trouve que ça c'est plus. un petit côté plus subtil, plus élégant, plus. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait ces longueurs. Hein, bien il y a sûr. un côté plus. Je sais pas, peut-être c'est un peu. Ouais, moi, non, bah, mais c'est comme de l'art parfois. Ah oui, mais souvent j'ai toujours comparé. J'ai toujours comparé. Parce que je suis passionné de musique. Et j'ai souvent comparé le vin et la musique. Et souvent, je dis souvent, est-ce que, pour essayer de faire comprendre, je dis, ça c'est un vin classique. Je dis, mais est-ce que Mozart et Beethoven est classique? Pour moi, Mozart et Beethoven est aussi moderne que Pink Floyd ou Beatles ou des jeunes d'aujourd'hui. Je trouve ça, tu peux encore écouter Jean-Sébastien Bach. Je te dis pas que j'écoute ça tous les jours. Hein. J'écoute Nirvana, j'écoute de tout, je m'en fous. Hein. J'aime tout. Hein. Mais j'aime tout parce que j'aime toutes sortes de vins. Et souvent, je compare le vin à la musique parce que c'est peut-être un peu plus facile toi, la mémoire de l'écoute. Tu écoutes la radio, tout de suite un son et tu te dis tiens, c'est tel morceau. Il faudrait que le vin pour toi soit pareil. Tu goûtes un vin, tu dis tiens, c'est ça. Effectivement. Ou même quand tu le sens, comme tu le disais tout à l'heure, parfois juste en le sentant. Mais c'est plus compliqué quand même. Bah oui, j'imagine. Mais quand même, on est né quand même avec les 5 sens. Hein. Et c'est vrai que l'ouïe est très développée. Mais le nez, alors, on n'est plus chasseur-cueilleur. Hein. Mais je pense que
on ferait goûter des vins à un homme de Cro-Magnon, il serait capable de te découvrir des palettes aromatiques incroyables. Ouais. Parce que comme il était chasseur-cueilleur, il devait sentir quoi que ce soit très loin. Et peut-être pas le goût, mais parce qu'il ne devait pas manger très bien. Il devait avoir des nez extrêmement... Ah ouais, extrêmement avancés, extrêmement développés par rapport à nous. Néandertal, tu lui ferais goûter des vins, peut-être que... Ah ouais, il te dirait des palettes aromatiques incroyables. Non? Ah bah ouais, si, complètement, ouais. Par rapport à nous maintenant, moi qui ai tout le temps débouché en plus, ça m'a pas aidé. Toi, on vit dans des voitures climatisées, on a la clim partout. C'est vrai que on a tout le temps les sinus un peu pris. Complètement. Et on le fait plus travailler, le nez. En plus. J'avais vu aussi, alors changement de sujet complet, mais vous avez été partenaire du Biarritz Olympique aussi? Ou vous l'êtes encore ou pas Et non, cette année j'ai arrêté. Ah d'accord, t'as arrêté cette année. Bon bah vous l'avez été en tout cas. Je l'ai été pendant... j'étais avec Pascal Landarts, on est premiers à prendre une loge. Ouais. À l'époque où Serge Blanco était président du Biarritz Olympique. Et on a fait de très belles choses avec Serge et Pascal. Mais tu sais que les premiers j'allais souvent voir des matchs au BO, bien sûr. Et Serge Blanco était un passionné de sport en général. Et à l'époque où il travaillait à la Ligue, je ne sais pas si c'était à la Ligue ou à la Fédé, mais je pense qu'il était à la Ligue. Je l'amenais souvent voir des matchs à la Real Sociedad Saint-Sébastien de foot. Ouais. Et petite anecdote, j'ai eu une année où ils avaient fini deuxième du championnat, il n'était pas très content parce qu'il avait dit au président et au maire de Saint-Sébastien que finir second, c'est rien. On est champion, on n'est pas champion, mais second, personne ne se rappelle. Et en même temps, il leur avait dit, écoutez, un jour, je ferai un match de rugby à Anoeta. Et alors pour la petite histoire, j'étais un samedi ici au bar avec des copains. Serge m'appelle, il me dit, bon Pierre, oui, qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, tu peux appeler le président de la Real et le maire de Saint-Sébastien. Je veux monter un match à Saint-Sébastien. Et donc c'est moi qui suis parti avec Serge Blanco monter, pour ceux qui s'en rappellent encore, et je pense que beaucoup de gens se rappellent, les premiers matchs de Coupe d'Europe hors France qui a été fait, c'était Serge qui avait monté ça. Et je me rappelle, c'était contre un club irlandais, je ne sais plus lequel. Le stade était plein, il y avait 10 000 Irlandais qui étaient venus. Et j'étais très ému, ça m'avait fait... j'avais passé 2-3 mois avec Serge Blanco, là, c'était assez drôle. Non, c'est... Bon, ben, toi, c'était une époque. Maintenant, place aux jeunes, le club a bien changé. Bon, voilà. On leur souhaiter bonne chance. Ouais, bon, ça marche. Ça fait 1h10 qu'on échange tous les deux. Je commence à avoir soif. Et moi aussi. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais qu'on revienne, quelque chose qu'on n'a pas abordé? Tu dis que ça pourrait être intéressant d'en parler. Ah ben je sais pas. Là tu me prends au dépourvu. Bah ouais, non, c'est bon voilà, on a retracé une partie de la maison. Je dirais que j'espère que mais j'ai confiance à la jeunesse. J'espère que nous, bon, je suis encore jeune, j'ai bientôt 52 ans. Nous on a beaucoup appris. J'espère qu'on va transmettre la passion. Tu parlais de passion tout à l'heure. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de vivre de ma passion et que les gens qui m'aiment m'ont supporté. Parler de vin et de gastronomie tous les jours, c'est pas très drôle pour ceux qui m'accompagnent, mais bon. Voilà, je suis passionné de sport aussi. Ouais. Mais voilà, j'aimerais que mais je suis confiant. Je pense que les jeunes continueront. Mais il faut être patient. Le temps, c'est le temps. C'est des métiers où il faut beaucoup donner pour recevoir et acquérir un savoir. Ouais. J'allais te demander les 2 dernières questions. Donc l'avant-dernière, c'est des conseils que tu auras à donner à celles et ceux qui ont envie de se lancer dans le secteur du vin, mais pourquoi pas dans la vie en général, mais tu viens d'en donner en fait, la patience. Oui, bon, j'avoue que c'est de plus en plus compliqué de vivre sa passion parce qu'on vit aujourd'hui dans ce monde où l'argent est roi et maintenant c'est l'électronique, les médias, donc tous ces métiers artisanaux, ça me fait très peur quand même que des savoir-faire ancestraux disparaissent. Que ce soit dans le monde paysan ou la menuiserie, tous ces métiers-là. J'ai confiance à l'avenir. Alors je me demande si ça va pas revenir. S'il n'y a pas un retour. Tu vois, je tiens une chose. Je vais faire un peu de politique. Ma génération à nous, quand on allait à l'école, c'était paysan ou maçon, ou on te disait que, en gros, on te faisait comprendre le métier de tes parents, c'était presque nul, qu'il fallait faire des études. Si tu n'avais pas ton bac, si tu n'avais pas bac plus 3 ou 4 ou 5, ou il fallait rentrer dans la fonction publique, ou il fallait... Et là, tu avais réussi ta vie.
regarde comment ça a bien changé. Ben, moi, je me rappelle que j'avais des copains qui étaient paysans. Ils avaient honte d'être paysans. C'est pas à la ferme qu'on leur a dit c'était pas les parents qui avaient honte d'eux. C'est à l'école qu'on leur a dit qu'il fallait faire un autre métier que leurs parents. Moi, je me rappelle de ces années-là. Et c'est l'éducation nationale. C'est un peu dur ce que je dis là, mais voilà. Mais je trouve qu'on a aussi peut-être qu'il y a des enfants qui auraient souhaité reprendre et que parce qu'ils n'étaient pas fiers ou ils n'ont pas eu la passion. Moi, je suis très content de voir un paquet de jeunes aujourd'hui qui essayent de reprendre. C'est très dur de reprendre les affaires familiales, mais c'est très dur. C'est quand même. Tu te rends compte de toutes ces affaires qui sont rachetées par des grands groupes, tout ça. C'est un peu flippant, non? Je suis un peu pessimiste là, non? Non, mais alors, oui et non, mais moi je trouve qu'on revient à ce côté. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent revenir dans les villages, dans les villes, dans la campagne, et repeupler un peu tout ça quand même. Non, et puis l'artisanat, maintenant, ça, sous toutes ses formes, reprend sa noblesse, je trouve. Bah oui. Sa lettre de noblesse, quand même. Mais il faut que les politiques aident ces... Parce que souvent, ça vit chichement quand même. C'est le nombre de suicides qu'il y a dans les campagnes, c'est énorme. Ouais. Tu sais qu'on a, après la guerre de 39-45, souvent nous avons un mouvement vert politique en France. Bon, il y a ces bobos verts qui sont présents. Mais comme je disais, moi j'étais un des premiers sommeliers à mettre des verts nature. On n'avait pas besoin de ça. Mais après la guerre, on avait demandé au monde paysan de nourrir la France. C'est pas eux qui ont acheté les produits chimiques, les engrais, c'est toutes ces saloperies. Parce qu'on tape sur les mondes paysans. Mais c'est les politiques qui ont demandé qu'il fallait donner à manger à la France et à toute l'Europe. Et donc c'est ensuite, dans les années 70, que des gens comme Jules Chauvet et d'autres ont dit il faut arrêter de polluer les sols. Mais je trouve que les politiques ont toujours un train en retard. Là, maintenant, ils veulent tous passer au vert, à l'agriculture verte, oui. Mais entre nous, est-ce qu'on pourra donner à manger suffisamment tout le monde en vert? Compliqué quand même, il faut dire la vérité quand même. Il faut quand même continuer à produire le mieux possible, mais il faut produire. Ouais, complètement. Alors je fais le lien avec Louise Lespard que j'ai reçue, qui a également un podcast sur le milieu de l'agriculture, et justement qui dit le bio c'est bien gentil, mais aujourd'hui on n'est pas capable de déjà passer tout en bio et nourrir tout le monde, donc faut c'est mentir aux gens. C'est bien, c'est de la posture. Ouais, exactement. Et la dernière question, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Des moments comme je partage avec toi, c'est très agréable. Merci. Et puis être entouré de ma famille, de mes amis, c'est important. Et puis on fait un beau métier, parce que tu sais, quand je présente des clients qui viennent me voir ou des amis, il vaut mieux que tu viennes me voir à moi, boire un bon canon avec moi, que d'aller voir ton médecin. Parce qu'on apporte du bonheur quand même. Ouais. Et là où je prends de plus en plus de plaisir, c'est de voir des jeunes qui viennent me voir et boire une bouteille avec eux, déguster, boire, échanger, et puis comme je fais avec toi, leur faire partager ma passion. Tu sais, on pose un petit caillou. Voilà. Alors c'est vrai que maintenant avec les médias aujourd'hui, ça peut aller beaucoup plus vite. Mais tu sais que je n'étais pas du tout féru de ça. Pendant le Covid, je m'ennuyais énormément. Et donc je me suis mis sur Instagram. Alors comme je suis... je postais ce que je me faisais à manger et les bouteilles que je buvais, parce qu'on avait le temps de faire ça. Et c'était assez marrant parce que beaucoup de gens m'ont suivi. Et comme je suis un très mauvais communicant, je n'écris pas parce que j'écris très mal. Alors les gens me disent mais c'est quoi? Je réponds pas. Je mets un petit cœur, tu sais, je mets un cœur avec ce content là. Tac. Voilà. J'ai vu les ébauches d'un compte Instagram qui s'est arrêté. Ça marche. Eh bien Pierre, merci beaucoup. Mais merci à toi. Merci d'être venu jusqu'à Andaille quand même. Ça va là t'es au bout de la France. Là, exactement, T'as la mer qui est juste là, t'as la montagne qui est juste là et le Pays Basque espagnol qui est juste là. T'es au bout là. Exactement. Et ravi d'être venu au bout de la France. Je t'en prie. À très bientôt. À très bientôt. Merci à toi.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je suis ravi d'avoir interviewé Pierre pour qu'il nous partage sa passion, ses apprentissages de vin et de vie. Allez faire un tour dans sa cave, prenez le temps de déguster un verre au bar à Hendaye, à ses côtés ou avec son équipe. Ce sera un pur moment de plaisir, j'en suis sûr. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous. Le pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, prenez soin de vous, prenez le temps et dégustez un bon verre à l'occasion. À bientôt!